C'est bon? On y go? Ok. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Pauline Jaffrenou. Je suis arrivée chez Innovia il y a à peu près un mois en tant que... oui, Matters, pardon, qui a dit ça. Ouais. En tant que PO également, comme Victor. Et je suis sobre depuis un jour. Et... Merci. Et avant ça, du coup, j'ai eu en gros à peu près 6 ans de gestion de projet sur des projets Agile Scrum qui s'appuyaient sur la notion de point de complexité, qui sera donc le sujet de cette présentation, à la fois dans une grosse ou dans une plus petite structure. Hein. Et donc, c'est une notion qui a été introduite par les méthodes agiles, qui permet d'aborder différemment l'approche projet. Et donc, l'objectif ici, c'est de partager en fait mon expérience, puisque j'ai travaillé que de cette façon-là. Donc mon expérience sur la gestion des projets avec un backlog au point de complexité. Donc là, voici en gros comment ça va se présenter. Donc on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est que cette nouvelle notion, comment l'utiliser dans ces projets et comment piloter un projet qui fonctionne comme ça. Et à la fin, un petit résumé des points importants. Donc on va essayer de comprendre, comme je disais, cette nouvelle notion et comment elle s'applique. Notion introduite par le concept donc Agile Scrum, qui a pour but de simplifier la phase de chiffrage, de simplifier l'impact des fluctuations qu'on pourrait rencontrer sur soit le projet, la roadmap au global, qui a aussi pour but de faciliter les échanges entre les devs et le métier, puisque tout le monde va parler à peu près le même langage. Et ce qui va aider à prioriser aussi d'un point de vue métier. Donc pour essayer de saisir ce que ça représente, cette notion, on va faire un petit exercice facile. Voilà, donc là si on demande combien pèsent ces animaux, donc on va se dire l'éléphant, bon, il est gros, il est très lourd, c'est plus d'1 tonne, on va dire à peu près 5 tonnes. L'autruche, bon, elle est plus légère, on va se dire à peu près 120 kilos. Voilà, donc là j'ai chiffré, j'ai pris un risque quand même en disant ça, en mettant des chiffres précis dessus. Et du coup je prends un petit risque sur mon estimation. En revanche, si je demande maintenant qui pèse le plus lourd entre les deux, bon voilà, je suis à peu près sûre d'être juste en disant que l'éléphant est plus lourd que l'autruche. Donc là on a pris beaucoup moins de risques et on peut être plus fiable. Donc comme on l'a compris, l'objectif des points, c'est ça, c'est de plus forcément essayer de chiffrer précisément une US. C'est une mesure relative qui permet en fait de comparer, d'estimer la taille des US les unes par rapport aux autres. On est dans une notion de comparaison. Cette notion regroupe plusieurs aspects. On a l'effort, la complexité et le risque. Donc l'effort, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, est-ce que ça nécessite beaucoup de travail? On pourrait ramener ça un peu au temps, beaucoup de temps de travail. La complexité, est-ce que c'est un sujet très complexe à mettre en œuvre, très compliqué à appliquer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'étapes à suivre. Et risque inconnu, ça c'est est-ce que je maîtrise complètement mon sujet? Est-ce qu'il y a des risques que je connais, mais que je ne peux pas vraiment mesurer parce que c'est juste un risque? Voilà, donc en fait le chiffrage, c'est une notion qui englobe tout ça. À travers aussi le temps d'étude d'un sujet, d'échange, quand on a des questionnements, d'ajustement du besoin, du chiffrage, de recherche, de dev, de livraison, de retour recette. Voilà, c'est vraiment, ça englobe toutes ces notions-là d'un projet, enfin d'une US. Donc maintenant qu'on a compris à peu près, je pense, la notion d'estimation, comme je le disais, qui repose sur une comparaison des US les unes par rapport aux autres, on va voir comment on réussit à chiffrer avec cette notion. Et pour ça, on va s'appuyer sur des échelles de valeurs. Là, j'en ai listé 4. Personnellement, j'ai toujours travaillé avec la suite de Fibonacci. Donc, chaque chiffrage est le résultat de la somme des deux précédents. Il y a aussi, donc il existe j'appelle le double, je ne sais pas. Chaque chiffre est le résultat du double du précédent. La suite numérique, donc classique, et la taille des t-shirts, beaucoup plus courte.
Donc, personnellement, la taille des t-shirts, ce qui est intéressant avec cette suite, c'est qu'elle permet vraiment très facilement d'ordonner, de chiffrer de façon assez efficace les US. Ensuite, pour le suivi de backlog, pour le suivi de projet, personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut faire puisqu'on ne peut pas les sommer entre elles, en fait. Donc, on va voir par la suite que, en tout cas dans la façon dont on appliquait les projets tels que je la connaissais, on a besoin de sommer les complexités entre elles. La suite numérique, pour moi, elle se rapproche un petit peu trop du chiffrage classique puisqu'elle se suit. Donc, elle ne reflète pas vraiment l'objectif des points, qui est plus traduite à travers Fibonacci et le double, à savoir en fait que plus une US devient compliquée, ou en tout cas n'est pas maîtrisée, plus le chiffrage va augmenter. Parce qu'en gros, puisque le besoin est moins connu, en tout cas le sujet, on augmente potentiellement tous les axes qu'on a vus avant, effort, complexité et risque, on les augmente tous en même temps. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir suivre cette montée en puissance du chiffrage. Alors moi je préfère Fibonacci parce que je trouve qu'elle est quand même un peu plus nuancée que le double. Et puis voilà, on est un peu plus d'échelons quand même. Donc on s'appuie, comme je disais, sur ces échelles-là pour chiffrer. On en choisit une et il faut qu'elle convienne à tout le monde, que tout le monde se sente à l'aise avec cette façon de faire. Donc chaque équipe doit adopter la suite qui lui convient afin d'atterrir à la fin sur cet objectif de parler le même langage. En fait, tout le monde se comprend et ça devient quelque chose de très naturel. Plus on le pratique, plus ça devient naturel. On sait très facilement dire, voilà, cette US, elle vaut 5, elle vaut 13, voilà, c'est facile de le faire. Et plus on maîtrise les choses, plus on comprend après que si une US est grosse, en fait, on va avoir besoin de découper le plus finement possible pour réduire le plus possible les axes qu'on a vus avant et notamment le risque. Donc il faut affiner les US en gros quand elles sont trop grosses. Et de la même façon, quand on débute sur le chiffrage en utilisant ces suites, on n'est pas forcément adroit avec, on ne sait pas forcément le faire, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des repères pour échelonner en fait, nos US les unes par rapport aux autres. Par exemple, on peut se dire, si je prends la suite de Fibonacci, par exemple, une US à 1, c'est du paramétrage. Bon, voilà, c'est à 1, mais ça comprend, je fais la réalisation, la livraison, les potentiels retours, les potentiels obstacles que j'ai rencontrés. Mais c'est 1 parce que ça reste trivial. Voilà. Donc à présent, on va pouvoir voir que vu qu'on sait chiffrer, enfin on sait ce que c'est, on sait chiffrer, on va voir quand est-ce qu'on le fait dans un projet. Alors les recommandations agiles et ce qu'on entend beaucoup, c'est faut chiffrer les US du sprint qu'on va démarrer. Personnellement, moi j'ai identifié 3 phases pour faire un chiffrage. Le chiffrage global du projet qui permet de connaître en fait son enveloppe de points, la taille de la version. Et pour ça, on a plusieurs façons de faire. On peut le faire en fait en macro-chiffrage, donc ça c'est ce qu'il y a de plus logique en gros. On travaille plus avec les features ou epics, suivant le vocabulaire qui est utilisé en entreprise, mais on travaille à un niveau vraiment macro du sujet, pouvoir se connecter, pouvoir ajouter, machin. Et vu que c'est des sujets vraiment pas dégrossis, on va avoir des gros chiffrages. 55 points, 21 points. Voilà, donc là, c'est ça qu'on appelle le macro-chiffrage. Et ce qui est plutôt... donc ce qui est bien avec ce chiffrage global, c'est qu'on sait quand on démarre de combien de points on a, et on va voir par la suite comment ça nous guider en fait, dans le suivi du projet. Ça sert aussi pour le go-no-go, hein, si on voit que le projet est trop gros et qu'il atterrit trop tard, on comprend qu'il faut arbitrer, retirer des sujets. Et ce qui est intéressant de le faire aussi au tout début, c'est de se détacher totalement du contexte d'avancement de projet qui, quand on lit, quand on se renseigne un petit peu sur tout ça, on peut entendre parfois que quand on est en plein dans le projet et qu'on chiffre uniquement pour le sprint suivant, qu'on peut être tenté d'augmenter en fait, le chiffrage pour augmenter sa vélocité. Donc ça, c'est une mécanique qu'on peut lire parfois, mais qui n'est pas appliquée puisque c'est pas du tout l'objectif du chiffrage. Le but n'est pas d'augmenter sa vélocité. Donc là, c'est bien parce qu'on est avant le projet, on démarre et on essaye de chiffrer. Ensuite, il y a le rechiffrage au moment des relectures, affinage, grooming, pareil, c'est des termes qui évoluent. En gros, c'est la phase où on va
relire la spec est finie, l'US est plus fine, on va pouvoir lancer le développement. Donc on relie avec tout le monde et on peut du coup affiner le chiffrage parce que maintenant on sait de plus en plus de quoi on parle en fait. Donc là, le chiffrage s'affine et est sûrement plus juste. Et enfin, il y a le rechiffrage régulier, ou si en fonction du besoin. Donc là, c'est le faire à certains moments. Enfin, personnellement, moi, sur mes projets, je le faisais de temps en temps avec mon tech lead, parce que y a eu une perturbation sur le projet, il y a eu un nouveau paramètre qui est intervenu, technique, fonctionnel. Donc il y a besoin de tout recalibrer pour... pareil, le projet a avancé, donc on commence quand même à savoir un peu plus de quoi on parle. Donc voilà, on peut rechiffrer aussi à tout moment l'ensemble du backlog pour repartir sur un total backlog plus sûr. Donc voilà, donc là, on s'est chiffré. Enfin, et maintenant, on va voir. Donc j'ai expliqué à peu près comment, certaines étapes, mais là, on va se concentrer sur ce qu'on entend beaucoup, le poker planning. Donc je vais expliquer ce que c'est comment ça se déroule. Donc le poker planning, ça correspond à peu près à ce que j'ai dit sur la phase de rechiffrage. Donc c'est en gros toutes les équipes du projet qui se réunissent dans une même pièce. Il y a le PO, il y a potentiellement le tech lead, il y a tous les développeurs. Le PO, en gros, définit et explique chacune des US qu'il a spécifiées, ou qu'il connaît en tout cas. Il y a des échanges, les développeurs peuvent poser des questions pour essayer d'un peu plus comprendre de quoi il va s'agir. Et ensuite, tout le monde dispose soit de cartes, soit de post-it, ça dépend du matériel. Chacun écrit ou choisit en tout cas l'estimation qu'il juge être la bonne pour cette US. Et tout le monde retourne en même temps sa carte afin de partager en fait sa vision. À partir de là, en fonction des écarts, on va pouvoir échanger, essayer de comprendre pourquoi l'autre a mis plus ou alors moins. Grâce à ça, on va pouvoir déjà lever les risques, peut-être prendre des décisions sur les modes de contournement, les solutions un peu plus simples que les autres n'auraient pas vues. Donc voilà, donc on échange, c'est un vrai débat sur explication des estimations, et on recommence jusqu'à ce qu'on trouve un consensus, que tout le monde s'accorde pour dire ok, on est bon sur ce chiffrage. Le but c'est pas que tout le monde soit avec le même chiffrage, mais c'est qu'au moins on sorte de là en se disant ok, je comprends pourquoi. Il y en a qui peuvent très bien dire moi j'ai mis ça, mais c'est vrai que j'entends ce que vous dites, on peut aller sur un 5 et pas sur un 8. Donc le poker planning, en tout cas les séances comme ça de chiffrage collectif, ça a beaucoup d'avantages. Donc ça implique toute l'équipe, comme on le disait, tous les participants sont là. Tout le monde chiffre, c'est pas uniquement le tech lead, le chef, voilà, c'est tout le monde qui est impliqué et qui donne son avis et qui donne sa vision. Donc effectivement, on partage d'une même vision, tout le monde est raccord puisqu'ils peuvent poser des questions aussi au PO sur l'objectif d'une US et ensuite sur la vision un peu plus technique vis-à-vis du chiffrage. Et enfin, identification des risques, en effet, puisque en discutant, chacun donne sa vision et donc ce qu'il voit comme obstacle potentiel ou contrainte que lui envisage. Alors personnellement, sur mes projets, on ne passe pas forcément sur ces séances-là avec les cartes et tout, c'est des échanges, on n'est pas obligé, quoi. Donc maintenant, on sait estimer, on sait à quel moment le faire, donc on va pouvoir démarrer notre projet. Et faire vivre notre backlog, qui est donc un backlog à points. Et puisqu'on ne travaille plus au quotidien avec la notion de temps, il va falloir qu'on fasse un peu autrement pour suivre tous les aléas. Et pour mener à bien ce projet, en fait, on va s'appuyer sur de nombreux indicateurs et outils. Donc, je vais vous présenter ceux que j'utilisais personnellement. Donc ça, c'était mon planning. Donc comment ça se passe? Donc je l'ai un peu lighté parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, dans les grandes lignes, l'objectif, on a d'avoir les timelines de toutes les étapes du projet. Là, on voit par exemple que c'est un projet qui s'étend sur 7 semaines. Donc ça, c'est simplement un ratio entre le total backlog et la capacité cible, ou vélocité cible, on en parlera après, des développeurs, donc pour après remettre dans le temps. Ensuite, on a la planification des développeurs, avec prise en compte des jours fériés et des congés de chacun. Donc on veut vraiment en fait représenter la présence des développeurs, qui va nous permettre ensuite de déterminer la capacité à faire, ce qui représente donc le petit paquet de points que chaque développeur
peut développer durant le sprint X. Donc cette capacité, on le voit, elle s'adapte en fonction des éléments. Là, on voit qu'on est à 12, alors qu'en rythme de croisière, on est à 30 par semaine. Et là, on voit qu'on est à 12 sur celle-ci parce qu'il y a des jours fériés, donc c'est logique. À partir de la capacité, cette capacité va aussi nous aider, enfin plus que nous aider, donc va nous servir à en fait, planifier l'engagement. Puisqu'on va pas, la semaine on est à 12, on ne va pas engager plus. On peut faire plus, mais on ne va pas engager plus. On ne va pas se mettre dans le risque. C'est en gros notre objectif cible de développement par itération. Et la dernière ligne, donc c'est la vélocité. Donc elle, ça va être le résultat de ce que l'équipe a produit durant le sprint. C'est un indicateur. Toutes les semaines, on le met à jour. Enfin, tous les sprints, toutes les fins de sprint, on le met à jour avec la nouvelle valeur. Et donc ça, c'est un indicateur fort pour, en gros, juger de comment s'est déroulée en fait l'itération. Est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on a été moins bon? Ça nous servir à essayer de comprendre pourquoi on a été meilleur ou pas sur cette itération. Et elle permet aussi à moyen terme d'établir la capacité cible en fait. Puisqu'on a eu notre vélocité sur tout un projet, par exemple en moyenne de 30 points, bah, sur le projet suivant, on peut dire qu'on démarre avec un objectif, une capacité de 30 points par itération. Et si au bout de deux versions, on se rend compte qu'au final, bah, dans les faits, on est passé à 20, pour les projets suivants, ça ne sert à rien de démarrer à 30, on va mettre 20 puisqu'on sait que c'est ce qu'on est capable de faire. Donc on a le planning comme outil qui nous sert à piloter pendant toute la version. On a on a aussi notre total backlog, donc ça représentait ce que j'ai mis là, donc là c'est 189, mais bon là j'arrondis pour l'exemple, c'est plus simple. Donc en fait les 200 points, c'est tout simplement la somme de toutes les estimations de mes US dans mon backlog. Backlog constitué par les US qu'on souhaite, comme disait Victor, le MVP, qu'on souhaite mettre dans notre version, dans notre livraison, dont la date est attendue. Pareil, on revoit sur le planning, on a une date de mise en production. Et on sait que si ça déborde, si on ne respecte pas ces 200 points, potentiellement, on va sortir, on va glisser, en fait, et on n'atterrira pas à la bonne date. Du coup, l'objectif, là, c'est vraiment d'assurer ces 200 points de backlog. Et quoi qu'il arrive, on va jouer avec notre backlog. En gros, comme on l'a vu, on rechiffre souvent, donc les chiffrages bougent, donc le total backlog peut bouger. Et tout ce qui va en fait sortir de 200 points, puisque le backlog est priorisé, logiquement, ce qui est tout en bas, on peut le sortir, puisque c'est le moins prio. A l'inverse, si le backlog, un chiffrage diminue ou on retire des US, le total backlog va diminuer. On peut soit là rajouter du bonus d'US, prendre dans ce qu'il y avait en dessous de moins prioritaire, ou alors prendre du temps pour assurer d'autres tâches techniques qu'on avait envie de faire en tâches de fond, ou bien juste s'arrêter là, puis finir un peu plus tôt. Enfin voilà, ça c'est une décision à prendre avec l'équipe projet et l'équipe métier. Sur cette façon de faire, donc là c'est pilotage à la ligne de flottaison. Personnellement sur mes projets, on avait un autre indicateur pour piloter correctement notre projet, c'est la marge. Donc la marge, en fait, c'est un petit matelas de points qu'on calcule en fonction du total des points de notre backlog et qui va nous servir en fait à anticiper tous les problèmes que j'ai pu lister ici, qui vont en fait être des facteurs perturbateurs de mon projet. On a l'ajustement du besoin, on rajoute une US, les chiffrages qui peuvent grossir énormément en fonction des contraintes techniques qu'on a pu rencontrer, du retard dans le développement. Bref, pas mal d'aléas. Et surtout, le dernier point, correction urgente de prod à traiter. Donc ça, c'est vrai que quand on a un outil qui est déjà en production, bien souvent pendant le projet, on entend qu'il y a des choses très urgentes à corriger très vite. Donc on est obligé de mettre en stand-by plus ou moins une partie des personnes, enfin de réquisitionner un développeur pour s'occuper de ce sujet-là qui devient extrêmement prioritaire. D'ailleurs, sur mes projets, quand il y avait des sites ou des logiciels bien en place en prod qui nécessitaient beaucoup de retours, on avait une marge projet et une marge TMA, donc qui sert exclusivement à traiter les retours de prod. Et donc l'objectif de cette marge, c'est ça, c'est de jouer en fait de la même façon qu'on l'a vu avant, mais avec ce petit matelas de sécurité calculé. Donc là, c'est un exemple avec 20% de marge sur un backlog à 166 points. Donc on a cette marge qui est donc virtuelle au début
Et ensuite, on va... Mince, pardon, c'est pas ça. Ensuite, on va grignoter dedans. Voilà, si le backlog grossit, si on dépasse nos 166 points, on va diminuer la marge. Mais en faisant ça, on va assurer nos 200 points. Et donc, on va atterrir forcément à la bonne date. Et on pourra, avec la marge TMA, résoudre des problèmes de prod, malgré tout, sans pénaliser en fait, l'avancement du projet. Donc ça, c'est un très bon indicateur en fait, de la bonne santé aussi de du déroulement de son projet, car l'objectif, c'est de maintenir une marge tout au long du projet qui soit en gros au même niveau de pourcentage du reste à faire du backlog. Et par exemple, c'est facile de se dire si au bout de la deuxième itération, notre marge est tombée à 0, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aléas et qu'il y a un souci. Et voilà, c'est un gros moyen de s'alerter sur le projet en cours. Comme autre indicateur, ça c'est connu aussi dans les tableaux de bord Scrum, c'est le burn down chart. Donc là, on a, au cours des itérations, on voit le total backlog diminuer. La ligne bleue, c'est l'idéal. Là, c'est vraiment si toutes les semaines, on fait on atteint la vélocité cible. Donc là, c'est parfait. En rouge, on voit la réalité. Et en jaune, là, c'est la vélocité de chaque sprint. Donc là, typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur la 4e itération, la vélocité était assez haute, et pour autant, on voit que notre total backlog n'a pas forcément diminué d'autant. Pas passé, on ne voit pas une grosse baisse du total backlog. On peut se dire peut-être que là, il y a eu des nouvelles US qui sont arrivées. Donc, le total backlog a un peu augmenté, et du coup, on peut imaginer ça. Donc voilà, donc le but, c'est de suivre tout ça tout au long des itérations, et de voir si vraiment le rouge s'éloigne complètement de la ligne bleue. Bon, là, il y a un souci. Pour autant, c'est pas grave de dépasser un moment si on rattrape derrière. Enfin, là, on a vu que la capacité à faire par itération n'était pas lisse, n'était pas égale toutes les semaines. Donc, c'est logique que certaines semaines, on ne puisse pas atteindre la vélocité idéale. C'est logique. Donc là, on a vu à peu près toutes les phases du projet. Et donc, pour résumer, donc j'ai... ce qu'il faut retenir quand on met en place les points, le point de complexité reste une mesure relative pour comparer donc, les US entre elles. Il faut essayer le plus possible de s'éloigner d'un ratio 1 point égale X heures. Tout le monde, chaque équipe doit trouver sa propre vélocité. Il n'y a pas un objectif global à atteindre. C'est chaque équipe a son propre rythme et sa propre façon de chiffrer. Et enfin, pour que ça fonctionne, il faut effectivement que tous les participants soient alignés sur la vision qu'on veut mettre en place. S'il y a des personnes récalcitrantes, bien sûr que ça peut être compliqué. Non, il faut que tout le monde accepte bien le sujet. Voilà pour le backlog au point. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, je vais commencer avec une question de Nicolas Keller qui te pose une question sur ton expérience. Il te demande quelle était la taille des équipes avec lesquelles tu as travaillé. Alors personnellement, donc en général, c'était une équipe de 3 développeurs plus un tech lead. On avait aussi des spécificateurs, donc les personnes qui produisent le stock d'US, 3 aussi, 1 pour 1, un chef de projet et un PO. Mais on avait 3 développeurs et un tech lead. Si la question, c'est l'aspect dev+. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu fais des planning poker pour les phases de chiffrage d'avant-projet? Alors en pratique, nous, ce qu'on faisait, non, c'était le tech lead, puisqu'il y avait un tech lead, c'était lui qui maîtrisait beaucoup plus l'environnement technique et qui avait beaucoup d'expérience. Donc c'était le tech lead, le PO et le chef de projet que j'étais. Donc on était qu'entre nous et on se faisait le petit jeu entre nous et pas tout le monde, puisqu'en fait, avant de passer dans les phases de sprint, il y avait une présentation globale du projet à tout le monde pour partager le sujet, partager les US. Ok. Donc là, tu arrives par exemple à 1000 points. Ouais. Et après, quand tu fais ton premier planning poker, comment est-ce que tu réajustes les points par rapport aux 1000 points de base? Vu que c'est US par US, en fait, US par US, on va ensuite revoir tout ça, quoi. Enfin, on va repartager, on lit l'aspect détaillé. Ouais. On connaît beaucoup mieux le besoin, on connaît beaucoup mieux on imagine beaucoup plus ce qu'il y a comme travail à faire. Oui, merci de dézoomer. Merci. Hein, merci d'enlever, c'est pas de souci. Hein. Et ça veut dire
Est-ce que c'est la même méthode de chiffrage en points au premier planning poker qu'à l'origine du projet? Oui, c'est juste qu'on a on est à un niveau plus fin. Mais c'est la même méthode, ouais. D'accord, ok. T'appliques pas d'ABAC pour essayer de retrouver les points d'avant Non. En gros, chaque US est chiffré, est préchiffré. On lit et tout le monde dit en fait c'est bien plus que ce qu'on pensait. Ou au final, là, c'est un peu fort. On va pouvoir baisser parce qu'on a déjà fait ça. Enfin voilà, on a juste parce qu'on a plus d'infos en fait. Ok. Du coup, une question complémentaire de Nicolas. Mhm. Il dit, dans mon équipe, on est 2. Est-ce que ça vaut la peine de mettre tout ça en place? C'est qui les deux? Bon, On aura peu la importe. réponse dans quelques minutes. Est-ce que ça vaut la peine? C'est une façon de piloter un projet. Valoir la peine, c'est lui qui voit, mais oui, si on a envie de piloter ça comme ça, on peut, oui. Backlog au point, c'est juste une façon d'envisager l'approche du backlog. Il y a un dev et un boss. Un dev et un boss? D'accord. Et un chef de projet, ouais. Smiley. En fait, ça c'est juste mon ressenti, parce que j'ai pas non plus beaucoup d'expérience de l'autre côté. Moi, je n'ai bossé que comme ça. C'est vrai qu'avoir une approche en points, ça simplifie énormément, comme j'ai dit en introduction, les mouvements en fait sur les projets. C'est facile de se dire, on est en train de déborder, il y a 20 points en trop, on sait qu'on doit arbitrer 20 points. C'est facile en fait, c'est une valeur qui est facile à manipuler. Voilà. Donc du coup, c'est un peu pour faire suite à la question de Laurent. Oui. Donc en phase amont, quand il y a le chiffrage, comme tu disais, avec le PO, le tech lead, équipe restreinte, pas forcément les développeurs. Attention, nous on le faisait comme ça. Après. Ouais, mais Ça n'engage que nous. donc, ouais, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, vous sortez un chiffrage, on va dire qui vient des personnes qui sont les plus expérimentées. Ouais. Comment ça se passe pendant les sprints, quand l'équipe de développeurs est au complet? On imagine par exemple un développeur qui soit plutôt junior, donc qui ait tendance à chiffrer davantage des stories, à évaluer des stories de manière plus grande que son tech lead. Comment ça se passe alors d'un point de vue du tech lead? Quel discours, comment il doit réagir quand il y a un de ces juniors qui surchiffre une story alors que ce tech lead c'est très bien comment on l'a développé et est à peu près confiant, à peu près certain que son chiffrage est bon. Comment Ils vont en débattre, ils vont expliquer. C'est vrai que le rôle du tech lead au fil du sprint, c'est de l'accompagner pour qu'il réalise l'US. En fait, s'il est junior, c'est qu'il lui manque de l'expérience et il va se faire accompagner pour ça. Mais donc, le junior doit se dire ok, je fais confiance à mon tech lead. Moi, j'avais prévu, X points, et puis mon tech lead plutôt me dit non, c'est la moitié. Oui, mais lui, du coup, il va donner ses arguments et dire pourquoi tu penses que c'est moins? Parce qu'il y a ça à faire. Ouais, mais non, ça, en fait, on va le faire comme ça. Ça, c'est déjà fait. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, on peut. Après, on arrive à un consensus où il dira d'accord, je comprends. Bon, tu m'aideras à faire ça. Voilà, c'est. Ça mesure aussi la progression des juniors. Ça la prend même pas en compte. Ouais. C'est pas censé du tout prendre en considération le niveau des développeurs. D'abord, tu prends le micro. Merci. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les points de complexité, justement, ça permet de se détacher du temps que met une feature à être dev et que chaque dev ne va pas pouvoir résoudre autant de points de complexité dans un sprint qu'un autre. Donc le mec expérimenté, il va pouvoir en résoudre 20, alors que le dev junior qui vient d'arriver, il va peut-être en résoudre 4. Du coup, en fait, la question de la personne est plus expérimentée que moi, normalement, elle ne doit pas rentrer en conflit avec l'estimation en points, selon la vision que moi j'ai.
Comme tu disais, un point, Oui, c'est ça du doit- paramétrage, Ouais. et 10 points, c'est faire une nouvelle page avec des fonctionnalités simples. Mm. Du coup, le mec hyper expérimenté qui sait exactement ce qu'il faut faire, il va peut-être le faire en 2 heures, et le dev junior, il va le faire en 3 jours, mais ça, c'est pas le problème. Alors après, il y a quand même on est quand même obligé quelque part, enfin moi personnellement c'est ce qu'on faisait, pour avoir un ordre d'idée, parce qu'un point on va pas se dire que ça peut durer 5 jours, c'est pas possible. Il y a quand même quelque part où tu vas réussir à te dire, enfin nous ce qu'on se disait c'était, on se dit grosso modo, une USA point, une USA 3 points, bon bah ça peut pas, ça doit pas durer plus d'un jour. Bah, ça c'est dépend qui tout. l'a fait, non? Bah, en théorie, non. En gros, Chaque développeur il va peut se faire résoudre aider, autant de il points va se qu'un faire autre. accompagner, c'est quelque chose de vraiment basique. Donc, il peut pas passer il doit pas passer plus de 3 jours sur un point. Enfin, Ok. là, quand même, c'est qu'il faut réagir, c'est qu'il faut ajuster, il faut l'aider. En fait, si la personne passe 3 jours sur un point, c'est qu'il y a un réel problème et il faut alerter dès le début, dès le premier stand-up, enfin le deuxième stand-up. Le tech lead ou je sais pas qui va dire t'as pas fini, ok, il y a un problème, je vais t'aider, on va voir ça ensemble, je vais te montrer, voilà. T'es viré. Mais ouais, mais effectivement, c'est vrai que c'est une question, des fois, nous, quand on avait les stagiaires, est-ce qu'on se dit qu'il est à 100% de la capacité moyenne des développeurs? La question, elle peut se poser. À voir, mais en général, oui, on le mettait au haut niveau. Et au même niveau que les autres, et le tech lead passait du temps avec lui, le tech lead ou les autres devs d'ailleurs, pour l'aider. Voilà. Merci. Mais c'est encore une vision, on en a sûrement d'autres. Hein. Bonsoir. Si je me base sur ce que tu avais présenté pour ce qui te permet de piloter ton équipe, piloter un peu l'activité de ton équipe, j'ai vu une distinction entre les différents devs. Et en fait, ce que je me demande, c'est comment tu peux intégrer, par exemple, les US qui nécessitent du binomage ou du mob programming, par exemple. Du quoi, pardon? Du binomage, du pair programming ou du mob programming. Binomage, vous êtes 2 sur la tâche. Oui. Ou mob programming, c'est des éléments plus complexes qui nécessitent peut-être un partage d'idées, un partage de connaissances. Et vous êtes à plusieurs sur un ordi. Alors, dans l'organisation qu'on avait, il y avait le tech lead en question, qui lui, en fait, son travail, son activité n'était pas compté dans les points et n'était pas prévu dans la capacité. C'était quelqu'un d'extérieur, en fait, dans le projet, bien sûr, mais en dehors de la notion de tous les calculs sur les points. Et il est là pour aider, accompagner, et c'était vraiment sa tâche au quotidien, faire de la veille, accompagner les devs, débloquer, faire des POC. Enfin voilà, il passait beaucoup de temps pour tout ça, et il n'était pas censé faire des points du backlog. Ensuite, quand il en faisait, il pouvait aider un peu l'équipe parfois quand l'itération se passait mal ou quoi. Mais ouais, c'était pas quelqu'un. C'est lui qui avait ce rôle d'accompagnement des devs. Mais j'ai jamais vraiment connu ce que tu dis, celle qui nécessite vraiment du programming à 2. C'était plus, il venait les aider en fait. Et parfois, il codait à 2 et puis il se mettait à côté de lui. Voilà, c'est ce que je voyais. Par exemple, où on embarque un junior, où on embarque une nouvelle personne, c'est plus simple de réduire le temps d'adaptation d'une nouvelle personne dans une équipe. C'était le tech lead. C'était le tech lead, cette personne en fait. Ce qui n'est pas forcément partout. Tu as parlé plusieurs fois de rajouter des nouvelles US. Ouais. Alors, est-ce que le backlog est par itération ou est-ce que rajouter une nouvelle US, c'est à l'intérieur d'une même itération Parce que théoriquement, la méthode Scrum, c'est rajouter des US à chaque itération finalement. Alors, comme je disais, moi, les projets que je menais, on avait un grand total backlog qu'on divisait par sprint. D'accord. Et plus on avançait dans le sujet, plus on voyait des nouveaux besoins ou d'autres qui s'en vont. Et c'est plus au global en fait. On perturbait pas forcément le sprint en cours. On disait il y a ce nouveau truc à faire, il est en top priorité de l'itération prochaine. D'accord. On perturbait pas forcément le sprint en cours. Mais ça arrivait. Une bonne vision dès le début de ce qu'on veut produire avec des US préprogrammés, quoi, c'est ça. Sur le sprint, tu veux dire ? Sur le backlog.
en Bah, général. on essaie d'avoir la meilleure vision initiale, puis ensuite, plus on creuse, plus on découvre des choses, donc on le Ouais. sait. Et, Donc et c'est on ça adapte qui en fait fait. la perturbation du chiffrage avec les nouvelles US, c'est en fait ce qu'on n'avait pas prévu avant, c'est ça? Avant ou. Enfin, oui, ce qu'on n'a pas prévu, Ok. c'est sûr. Ouais. Mais ça peut être technique, ça peut être fonctionnel, enfin, il y a plein de choses. Enfin, une erreur de chiffrage. Tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent. Je sais pas, un obstacle technique qui vient d'arriver. Bon, ça, en fait, on n'a Ouais. pas réussi à le faire. Finalement, il va falloir qu'on fasse comme ça. Tu as juste ta solution. Et là, faut tout rechiffrer parce que ça peut peut-être transformer toute la vision du projet derrière. Enfin, toute la réalisation du projet derrière. Donc, il y a énormément d'éléments perturbateurs. Et ensuite, si c'est juste sur la question besoin qui se transforme, ben, c'est ce que je disais, quoi. Ouais, tu le rajoutes. Alors, le moment. Vu que c'est une version que tu vas livrer au final, après tu peux la recaler dans l'itération suivante sans pour autant perturber. De toute façon, une fois que tu as un nouveau besoin, il faut le spécifier. Donc ça prend du temps aussi de le cadrer. Tu peux pas le prendre tout de suite. Ah, on a besoin de ça, bon, bah, on le fait maintenant, puisque mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut d'abord le spécifier, il faut creuser fonctionnellement et techniquement ce qu'on veut. Et après, ça va être relu. Et une fois que c'est relu et validé, c'est en stock. Et là, on sait que ça peut partir en développement pour la prochaine itération en fonction de sa priorité dans le backlog. D'accord. Très bien. Donc, David nous dit ça a l'air sympa comme méthode pour moins stresser les devs, mais qu'en est-il du client? Comment le convaincre d'accepter un chiffrage à point plutôt qu'en temps? Donc plutôt dans la phase de négociation du contrat, j'imagine. Ah, bon. Pardon David d'hacker ta question, mais moi aussi je me posais la question. Imaginons que je suis une start-up, j'ai un projet, je dois trouver un partenaire technique, donc naturellement je me tourne vers Matters. Je sais à peu près ce que doit faire mon application, je sais précisément quel est mon budget, et donc comment Matters va pouvoir me donner un peu dans combien de temps je dois faire dans combien de temps ils pourront livrer mon périmètre, ou est-ce que c'est plutôt avec votre budget on peut arriver à tel niveau du périmètre escompté? Alors ça, effectivement, pour pouvoir déterminer un backlog, il y a différentes contraintes. Soit c'est la contrainte de date, soit la contrainte de budget, soit la contrainte du périmètre. C'est effectivement, là, si tu me dis que la contrainte, c'est le budget, bah, tu vas du coup partir de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le ratio vélocité cible et temps alloué avec le budget, et tu détermines ton nombre de points de ton backlog. En fait, tout dépend, c'est une équation, et tout dépend la variable qui est fixe en fait dans cette équation. Si c'est le temps, bah, on a fait un rétro-planning, on a besoin de X jours, donc ça nous fait tant de points. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre backlog qui prend tant de points? Et là, on priorise. Si c'est le périmètre, bon, bah, là, on favorise le périmètre et on voit où est-ce qu'on atterrit. Et voilà, mais c'est 3 variables pour moi qui sont indissociables. Et tout dépend, celle qui est la plus forte. Non, il n'y a pas de question, c'est juste pour faire la pause.